la situation des Noirs américains est historiquement très complexe, très divisée, très morcelée. On a d'un côté effectivement toute une jeunesse noire américaine qui, je pense, a perdu le lien avec cette histoire du panafricanisme, du fait que dans les années 70, toutes les grandes figures du mouvement Black Power ou des Black Panthers ont été pour la plupart physiquement éliminées. Donc il y a vraiment une contre-attaque de la part des gouvernements américains à cette époque-là contre les mouvements d'émancipation ou de dignité des peuples noirs. Et actuellement, depuis quelque temps, donc depuis l'élection de Barack Obama, on voit bien que cette question noire, ce rapport à l'Afrique, ce rapport à l'identité raciale aux États-Unis est extrêmement présent avec toute la campagne Black Lives Matter contre les violences qui sont faites aux populations noires aux États-Unis. Dans le cas de l'Amérique centrale, on a aussi une situation qui est très peu connue, mais qui est extrêmement intéressante parce que là, on a des communautés qui sont extrêmement dynamiques, qui justement militent de plus en plus pour la reconnaissance de cette identité africaine, que cela soit en Équateur, au Costa Rica ou au Panama. Le canal de Panama qui a été construit par beaucoup de migrants caribéens d'origine jamaïcaine notamment. Au niveau de la Grande-Bretagne, il y a eu un mouvement Black Power dans les années 60 qui a été extrêmement dynamique, qui a été porté en grande partie par les migrants jamaïcains, également par les migrants noirs à cette époque-là, qui se battaient à l'époque contre le racisme et contre ce qui était l'équivalent du Front National en Grande-Bretagne. Ce mouvement a aussi subi le contre-coup donc, du néolibéralisme des années 70-80 et a été complètement démantelé. Donc aujourd'hui, il tente de renaître sur ses cendres en remettant justement en avant donc, la dimension historique, la dimension mémorielle. Et puis au niveau donc, de la France, là aussi la situation est assez variée parce que d'un côté, du point de vue donc, de la France entre guillemets métropolitaine, bon, le terme est un peu particulier, la question noire se pose. Elle se pose à divers endroits par rapport aux thématiques de diversité, d'appartenance à la République. On le voit encore de plus en plus avec aussi les questions de binationalité qui derrière ont quand même des liens assez particuliers avec les questions de couleur de peau. Donc ça, c'est un problème qui, à mon sens, doit être réellement abordé, en lien également avec la question de la politique africaine de la France. Donc c'est un vaste problème au niveau de la métropole, qui, à mon sens, est beaucoup plus lié à des questions politiques. Ensuite, au niveau de la Martinique, de la Guadeloupe ou même de la Guyane, là encore, c'est d'autres problématiques qui sont davantage identitaires, sur les questions d'identité, d'aliénation, d'assimilation, sur lesquelles je pense qu'il y a un travail très important à faire. Et enfin, sur deux autres territoires qui sont très souvent oubliés, donc la Réunion, donc l'île de la Réunion, et donc Mayotte. Là aussi, la question de l'identité, surtout de la proximité avec l'Afrique se pose, et surtout de l'accessibilité du continent africain. L'une des grandes revendications des militants panafricains en Martinique ou en Guadeloupe, ou même à La Réunion, c'est de mettre en place davantage de liaisons aériennes, tout simplement, entre ces territoires et le continent africain. Parce qu'il y a une volonté, je pense, de se rapprocher de l'Afrique et de retrouver d'une certaine manière les origines, tout en sachant que retrouver ces origines ne veut pas nécessairement dire tourner le dos à toute la partie qui renvoie à l'histoire de France. Donc c'est un équilibre assez complexe, assez difficile, sur lequel les pouvoirs publics ne nous encouragent pas du tout, malheureusement. Donc aujourd'hui, il revient davantage, je pense, aux historiens, aux militants, également aux sociologues, et je pense de plus en plus aux psychiatres, d'aborder ces questions, parce que ce sont des questions qui renvoient à des traumatismes très importants. Et tout le travail de l'histoire, de l'historien par rapport à la mémoire, c'est justement de documenter toutes ces formes de ressentiment que l'on peut trouver aux États-Unis, au Brésil, en France, à La Réunion ou ailleurs, par rapport à cette question raciale, cette question d'identité africaine, donc de le documenter pour justement le déminer et éviter qu'il ne donne lieu à des explosions incontrôlables. Un panafricanisme qui relierait l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, il existe déjà d'une certaine manière à travers les circulations que l'on peut voir dans le monde atlantique. Un auteur comme Paul Gilroy l'a très bien montré dans son livre donc, sur l'Atlantique noir. Il y a des circuits qui reprennent d'une certaine manière le circuit donc, de la traite transatlantique, donc Europe, Afrique, Amérique, Europe,
et qui ont été empruntés par différentes figures qui ont fait donc, ce qu'on appelle les mouvements de retour. Donc certains sont retournés directement sur le continent africain, d'autres sont partis en Europe. On peut penser donc aux migrants jamaïcains qui sont partis s'installer en Angleterre. Donc dans quelle mesure appartiennent-ils donc à la fois à l'Europe, à l'Afrique ou à l'Amérique? Donc ce sont, je pense, des problématiques circulatoires. Maintenant, repenser un panafricanisme dans cet espace-là, cela renvoie à la nécessité, je crois, d'affronter une grande difficulté géopolitique qui est liée au fait qu'aujourd'hui le monde atlantique est extrêmement verrouillé, il est quadrillé par des intérêts stratégiques, géostratégiques, géoculturels, dans lesquels l'Afrique n'a pas son mot à dire. On est vraiment dans un contexte d'étouffement de la voix des Africains. Donc je pense que ce sera extrêmement compliqué de le faire entendre. Néanmoins, il existe. Il y a des connexions, il y a des réseaux, il y a des organisations, il y a des associations qui sont structurées dans cet espace-là, mais qui ne peuvent pas ou qui ne sont pas en mesure, je pense, de donner la totalité de leur potentiel parce qu'on est réellement dans un espace qui est verrouillé, l'espace atlantique. La DSP, eh bien, c'est donc une association, donc, Diaspora Solidaire Participative Afrique, qui a été créée par Monsieur Steve Mambou, qui en fait vise à rapprocher les talents ou les potentiels de la diaspora par rapport donc, aux besoins du continent africain. Donc c'est mettre en relation des travailleurs, des personnes qui exercent donc une activité professionnelle ici en France, pour que dans le cadre de leur séjour en Afrique, dans le cadre de villégiature, de visite à la famille, puissent éventuellement donc, offrir leur expertise, leur expérience à des sociétés, des entreprises de la place. Donc c'est une association dont je fais partie, mais il y a beaucoup d'autres associations dont je fais partie et pour lesquelles je suis beaucoup plus engagé. Donc la DSP Afrique, je crois, est une association très intéressante, très pertinente dans son objet, très utile dans ses objectifs. Et je pense que comme beaucoup d'autres associations, et dont quelques-unes dont je fais partie, la Ligue panafricaine Umoja ou l'association Protea, elle gagnerait réellement à fédérer davantage de monde autour d'elle. Le panafricanisme est un humanisme parce que le panafricanisme est né dans la violence et il n'a pas répondu par la violence. Ça, je crois que c'est extrêmement important. C'est une idéologie qui se fonde sur les identités, notamment les identités raciales. À un moment, ça a été un pannégrisme, donc c'était l'idée de regrouper tous les Noirs du monde entier ensemble. Et puis progressivement, il y a eu un saut qualitatif où on est passé de cette idée de tous les Noirs ensemble à se concentrer davantage sur l'Afrique. Donc c'est un saut qualitatif qui intervient à la fin du XIXe siècle et qui explique le passage donc, du terme de pannégrisme à panafricanisme. Et tout au long du XXe siècle, eh bien, cette idéologie va s'affiner. Et je crois qu'il est très important de souligner que dans un XXe siècle qui est marqué par des idéologies totalitaristes extrêmement graves, qui ont occasionné des centaines et des centaines de millions de morts, le panafricanisme ne fait pas partie de ces idéologies macabres, qu'elles soient de gauche, de droite ou d'autres obédiences. Donc c'est un aspect qui me semble extrêmement important. D'autre part, on peut parler d'un humanisme puisqu'il est né en fait d'un acte de violence et que de cet acte de violence, on a voulu répondre par la culture. La traite est un acte qui a contribué à déculturer les Africains, à les déshumaniser. On a brisé les ethnies. Donc ce qui fonde l'ethnie, c'est la langue, c'est-à-dire qu'on a mis des personnes qui parlaient des langues différentes dans le même bateau en se disant qu'elles allaient perdre justement leur identité ethnique. Une fois arrivés dans les Amériques, on a construit de la race en faisant donc des unions forcées entre des hommes et des femmes. On a construit de la race et de cette identité raciale construite dans les Amériques, donc de ce racisme, eh bien, a émergé justement cette réponse, le panafricanisme, qui vise à reconstruire les identités ethniques et à dépasser justement ces problématiques raciales à travers la notion de culture. Donc à travers justement cette prévalence de la culture, on peut définitivement dire que le panafricanisme est un humanisme, mais ce n'est pas un humanisme passif, c'est un humanisme dynamique. Des militants panafricanistes ont été capables de prendre les armes lorsqu'il fallait se libérer, lorsqu'il fallait combattre, résister.
Aujourd'hui, les choses sont un peu plus différentes. On est dans des contextes où les notions d'humanisme renvoient à beaucoup de choses diverses et variées. Et je crois qu'il est important, surtout, que le panafricanisme prenne ses distances vis-à-vis d'une orientation qu'on veut lui donner, qui est l'orientation néolibérale, parce que dès l'origine, le panafricanisme est très clairement anticapitalisme. Il est contre l'exploitation de l'homme par l'homme, il est contre l'exploitation de la nature par l'homme jusqu'à la fin de la capacité de reproduction de la nature, et il est donc contre toutes les formes de domination, qu'elles soient basées sur la couleur, sur l'identité, sur l'origine ou sur le sexe.